mardi 15 juin 2010. Un épisode orageux d'une extrême intensité s'abat sur le département du Var. La population doit alors faire face à de terribles inondations. La commune de Draguignan et la vallée de l'Argence sont ravagées par les eaux. En 15 minutes, les cours d'eau connaissent une montée brutale. Depuis 1827, la Nartubie, affluent de l'Argence, n'avait pas connu une telle crue. Le Réal, ruisseau traversant les Arcs, génère une coulée de boue exceptionnelle, emportant tout sur son passage. Habitués aux situations d'urgence, les centaines de sapeurs-pompiers dépêchés sur le terrain se souviennent d'une situation de crise, voire de guerre. Nous avons été engagés sur la base aérienne du Luc dans la nuit qui a précédé cette journée d'intervention. Et on savait qu'il pleuvait, on savait qu'il se passait quelque chose, mais on ne mesurait absolument pas quelle était la réalité du terrain. On avait commencé à la mesurer un petit peu en arrivant sur Tarado, sur les Arcs, un peu moins sur le Luc, au moment où on arrive sur le Luc. On a quelques difficultés pour joindre Draguignan et on a mesuré qu'on était face à une situation exceptionnelle quand on est arrivé sur la commune de Draguignan, en arrivant par le col de l'Ange, où on a pu se rendre compte tout de suite avec l'hélico que tout était envahi par l'eau et qu'on était face à quelque chose de catastrophique. Et donc on s'est dit effectivement là, la météo n'est pas la même et ça risque d'être assez embêtant pour le vol puisqu'on a été obligé de réduire la vitesse à cause de l'impact de l'eau sur l'hélico. La visibilité horizontale était mauvaise, le plafond aussi, donc il a fallu descendre, réduire la vitesse. Quand on est arrivé sur les Arcs, notamment le centre-ville, on a vu que la rue principale était complètement noyée, l'amphithéâtre également. Ça ressemblait aux chutes de Niagara avec les voitures qui partaient dans le courant. Enfin, c'était impressionnant. Et ça en était tellement impressionnant qu'on ne savait plus quoi dire et quoi faire. Colonel, nous sommes le 15 juin 2010. Vous vous rendez au SDIS 83 et vous allez diriger une des plus grosses interventions de votre carrière. Est-ce que ça a été vraiment quelque chose d'important ? Oui, ça a été quelque chose d'important parce que c'est la différence entre des grosses interventions que j'avais eu à diriger, notamment des feux de forêt, où on déploie beaucoup d'hommes, où il y a une attention très particulière à avoir sur la sécurité et sur le caractère dimensionnant de ces interventions. Mais là, il se passe quelque chose de différent. Tout ce qui est prévu, tout ce qui est mis en place ne fonctionne plus. Et c'est justement la définition d'une crise, c'est-à-dire qu'on s'établit vraiment dans une crise où vous avez l'impression que tous les systèmes s'écroulent autour de vous, et là il y a deux solutions. Soit vous vous raccrochez au plan qui en fait n'existe plus ou ne fonctionne pas, ou alors vous improvisez dans le sens propre du terme, c'est-à-dire vous inventez, et je pense que c'est ce qu'on a globalement fait, c'est-à-dire qu'on a réinventé des choses ce jour-là qui sont contraires à nos méthodologies traditionnelles d'intervention, mais qui ont fait que petit à petit nous avons pu reprendre sur le cours des événements. La première difficulté, c'était le fait que la zone d'intervention était très étendue, que la chaîne de commandement était rompue ou en partie rompue, puisque la direction départementale et le CODIS avaient également été submergés. Donc tout le monde était un peu livré à lui-même, j'allais dire. La chance qu'on a, c'est que la structure des sapeurs-pompiers est faite pour pouvoir s'organiser, même en cas de perte de repères, et donc ça a plutôt bien fonctionné. Tous les gens qui ont été engagés, que ce soit les héliportés, que ce soit les spécialistes ou les non-spécialistes au sol, ont fait face à la situation en prenant en compte dans un premier temps le sauvetage des vies humaines et la mise en sécurité des gens, puisque la première chose à laquelle on a été confronté, c'est beaucoup de gens dans l'eau, accrochés à des réverbères, sur des voitures, enfin dans des situations très très compliquées. Ce qui a été compliqué pour nous, ça a été de choisir en fait. En tout cas pour nous, l'hélico, c'était de choisir comment on allait sortir les gens et dans quel ordre on allait les sortir surtout. Et la chose qu'on a faite, c'est qu'on a pris ceux qui nous semblaient les plus urgents en premier, ceux qui étaient dans des situations qui nous semblaient moins inquiétantes, on le faisait par la suite. Le seul moyen de sauver les gens, c'était par les airs dans un premier temps. Ça a duré quelques heures,
mais c'est comme ça qu'on l'a ressenti. En fait, c'était complètement la guerre, puisqu'on était les seuls à pouvoir réagir dans un premier temps. Dans les tout premiers litreuillages, une famille qui s'était réfugiée sur le toit de sa maison, une maison avec un premier étage, et les gens s'étaient réfugiés en toiture avec une jeune enfant, une petite qui devait avoir 1 an et demi grand maximum, quoi. Et c'était le tout début de la journée, le tout début des engagements. Oui, cette intervention a marqué a donné le tempo de toute la journée, et celle-ci en particulier me marquait, oui. Et la particularité de cette intervention, puisque moi j'avais vécu d'autres interventions, que sont Cuxac d'Aude, que sont les inondations du Gard, Nîmes 88, plus d'autres, dans le Gard aussi. La grande différence avec Auribeau-sur-Siagne aussi, la grande différence avec le reste, c'est que d'habitude, dans ces grosses opérations inondations où il y a des sauvetages, on va chercher les gens qui sont réfugiés sur les toits et on les élitreuille pour les mettre en sécurité ailleurs. Cette intervention-là, on n'est pas allé chercher les gens sur les toits, on est allé chercher les gens dans les rues. C'est-à-dire que les gens étaient en train de se noyer, étaient piégés dans les rues, puisque quand on appelle nos collègues de l'armée, notamment le Puma de la Latte qui est arrivé en même temps que le Dragon 83, enfin un peu après le Dragon 83, il va élitreuiller une 40aine de personnes sur le rond-point de Trans en face la grande surface du Carrefour, et il élitreuille quasiment 30 à 40 personnes qui, à mon avis, seraient décédées si on n'avait pas eu cet hélicoptère-là à ce moment-là. La nuit, on était très très peu. Il y avait 3 hélicos de la sécurité civile et un hélicoptère Puma de la Latte. On était les seuls, donc il fallait, entre guillemets, aller à la pêche. Donc on faisait soit du treuillage, soit de l'appui-patin sur les bâtiments, sur les maisons. Et après, c'était à nous-mêmes de nous organiser pour pouvoir déposer les gens en sécurité. Donc effectivement, c'est vraiment un théâtre d'opération qui s'apparente à la guerre. On essayait de sortir rapidement les gens qui étaient en grande difficulté, de les déposer sur un endroit où ils pouvaient être récupérés par la suite. Et pour rester lucide, c'est la préparation à travers les entraînements, la préparation physique, la préparation avec les équipages. Et puis après, on essaye de rester alerte le plus longtemps possible, jusqu'au moment où la fatigue de l'équipage de l'hélicoptère, le pilote et le mécanicien, ou de nous, sauveteurs, devient trop importante, et à ce moment-là, on arrête tout simplement. Pour le coup, on s'en rend compte quand la machine revient refaire son plein de kérosène sur la base, et qu'on s'octroie ce petit temps de recul face à l'événement. On se rend bien compte qu'on est en train de vivre quelque chose qui est complètement inhabituel et qu'on ne vivra qu'une fois certainement dans notre carrière. Oui. Après ces quelques dizaines d'heures intenses, non-stop, les agents du SDIS 83, qu'ils soient pompiers, PATS, administratifs, techniques, ont fait preuve de beaucoup de solidarité envers la population, envers même l'outil du SDIS 83 qui avait été touché. Oui, alors ça va plus loin que ça, c'est que déjà, il faut s'apercevoir, le contexte, c'est... nous sommes dans une inondation au début traditionnelle, et vers 15h30, vers 15h40, il se passe quelque chose de complètement anormal, c'est-à-dire qu'on n'a plus beaucoup de renseignements sur la radio. D'ailleurs, on n'a plus de radio à un moment donné, on n'a plus de téléphone, on n'a plus d'électricité. Et le CODIS est en train on est obligé de stopper le CODIS parce qu'on n'a plus de groupe électrogène, et on est obligé de le reverser sur le Luc et les appels d'urgence sur Fréjus. Et au milieu de tout ça, où il se passe quelque chose, on commence à avoir l'écho des premières personnes décédées. Une personne dont la voiture a été emportée, qui se fait écraser par sa voiture. Et on a donc ces premiers sentiments et cette première alerte de personnes décédées. Et à ce moment-là, les officiers du SDIS, le personnel du SDIS, le personnel du CSP de Draguignan, essayent de joindre leur famille, essayent de savoir ce qui se passe, et il n'y a aucune possibilité de rejoindre la famille. C'est-à-dire qu'on a des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours et du CSP de Draguignan qui vont devoir intervenir et être 12 heures, 15 heures sur cette intervention sans avoir de nouvelles de leur famille, en sachant qu'il se passe des choses graves dans le département. C'est l'image que je retiendrai, parce que psychologiquement, ça a été quand même assez compliqué pour le personnel. Et vous l'avez dit, il se trouve qu'en plus des interventions traditionnelles, notre propre outil de commandement, c'est-à-dire nos PC,
qui était dans la cour du SDIS, notre SDIS, n'est plus fonctionnel. Et de ce fait, en plus de l'assistance à la population et des sauvetages à la population, il nous a fallu pendant plus de 15 jours avoir du personnel qui sauve les dossiers du SDIS, le matériel du SDIS, avec un gros dilemme que nous avons bien évidemment tranché en faveur de la population, qui est de mettre en priorité les engins de secours sur le sauvetage et sur la population, du moins sur l'assistance à la population, avant de le mettre sur notre établissement. Donc je retiendrai effectivement le gros travail des personnels administratifs et techniques, des pompiers professionnels, des pompiers volontaires bien sûr, de toutes les spécialités confondues. Je me rappelle que pour la première fois, nous avions fait sur les équipes de Spéléo, nous avions fait une reconnaissance de tous les égouts de Draguignan, ce qui était une première pour trouver des personnes décédées. Et c'est vrai que toutes les spécialités, les côtiers, le grimpe, voilà, ont été formidables. Et je pense qu'on a mis en exergue la résilience du service départemental d'incendie et de secours, c'est-à-dire que parce qu'on fait du feu de forêt, parce qu'on a vécu beaucoup de choses, le SDIS du Var, quand ça va mal, est capable de se transcender pour réussir à sortir de ces événements-là. Et là, ça en a été la preuve. Marc Hugonnier, avez-vous eu le sentiment, ce jour-là, d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel en termes de secours ? Non. Résolument non. Rien d'exceptionnel. Faire son métier, et puis après coup, on se rend compte de l'importance de cette journée, de la dimension humaine, technique et d'engagement de cette journée. Mais sur le coup, on fait ce qu'on a à faire au fur et à mesure, et à chaque nouveau treuillage et litreuillage, on découvre une détresse humaine, et puis on y répond avec ce qu'on sait faire, avec de la technique. Et que ce soit les saves, les canyons, les grimpes, enfin tous les gens qui sont des pompiers faisant partie d'équipes spécialisées, on s'entraîne beaucoup en espérant faire des interventions. On en fait quelques-unes, on n'en fait pas non plus tous les jours, surtout de cette ampleur. Ce qui est sûr, c'est qu'on s'entraîne beaucoup en espérant être prêt ce jour-là. Et ce jour-là, je pense qu'on était prêt. Alors bien évidemment, un équipage de la sécurité civile, c'est composé d'un pilote qui est là pour piloter et assurer la sécurité du vol. Mais il est aussi à bord avec un mécanicien opérateur de bord qui a le rôle de navigateur, qui aide le pilote dans toutes les phases de transit, mais qui est aussi treuilliste. Et donc, je ne pourrais pas, moi, sauver des gens sans mon treuilliste. Et puis, évidemment, on avait le sauveteur aquatique. Donc, c'est une notion d'un tout, en fait. S'il n'y a pas que le pilote, il n'y a pas que le mob ou le sauveteur aquatique. Et donc, oui, cette complémentarité est vraiment essentielle et primordiale. Oui. Parce que moi, je pense que ce jour-là, on a tous été, on va dire, aux limites de nos capacités pour assurer notre mission de service public. Quel est l'événement au cours de cette opération qui vous aura le plus marqué ? Je dirais le premier treuillage. L'événement marquant, c'est le premier treuillage qu'on réalise avec le Dragon 83. Où en arrivant, on nous fait signe, enfin on voit des gens qui nous font signe, qui nous montrent quelque chose dans l'eau qu'on a du mal d'abord à localiser. Et au bout de quelques minutes, on se rend compte que c'est une dame qui est accrochée à un réverbère, et de cette dame, il n'y a que la tête qui dépasse de l'eau. Donc ce qui est marquant, je dirais, en tout cas moi l'image forte que je garde de cette intervention, c'est ce premier treuillage dans l'eau et de la sortie de cette dame et de sa mise en sécurité. On s'est retrouvés au-dessus d'une maison dont 2 personnes faisaient des signes pour être évacuées. L'eau était arrivée au niveau de la fenêtre principale et il y avait des barreaux aux fenêtres. Donc il a fallu descendre Jean-Marc Sicard qui était notre sauveteur aquatique. Il a réussi à rentrer dans la maison par une porte, il a réussi à fracasser la porte, donc il est rentré. On a remonté entre une ligne 3 brins et puis le bâtiment La Dame avec Jean-Marc Sicard. Et quand on a redescendu le treuil pour remonter la deuxième victime, en fait on est tombé en panne de treuil. Et là, impossible de continuer le treuillage. Et tout ça parce que l'eau, l'humidité, il tombait tellement d'eau que l'eau est rentrée dans la poignée de treuil et donc il y a eu un court-circuit. Et donc là, le seul moyen de secourir le propriétaire ainsi que Jean-Marc finalement, c'était de faire un appui sur des arbres qui ont été arrachés
Et on a fait un appui patin avec l'hélico pour les embarquer. Et derrière, il y avait le torrent en folie qui nous passait. Donc ça, c'était impressionnant. On y repense à chaque fois qu'on monte dans un hélicoptère, on y repense à chaque fois qu'il est question d'inondation, et quel que soit le lieu sur le territoire de ces inondations, on y repense. On repense à tous ces gens qu'on est allé récupérer et qui ont tout perdu. Je me rappelle avoir élitreuillé un homme qui était en t-shirt, il n'avait plus rien. Tout perdu, des détresses personnelles, humaines, et je ne parle pas ici des décès, du nombre de décès lors de cet événement. Ça a été une intervention, oui, qui est peut-être sûrement la plus marquante de ma carrière et qui, je pense, a contribué à ce que je pense dans un premier temps me dire que j'avais vu beaucoup de choses, notamment après ça. Après ça, je souhaitais un peu faire autre chose. Et ce qui a conditionné peut-être mon départ du département pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs et d'autres choses et pour pouvoir y revenir après. Mais ça a certainement participé au fait que j'avais eu l'impression de vivre une opération que je ne vivrais pas deux fois et de vouloir voir un petit peu autre chose et de revenir dans ce département que je chéris, hein, un département où j'ai aussi appris par rapport à ces opérations-là, l'humilité de ce genre d'opération et de la nature. Et on l'a vu à chaque inondation, à chaque feu de forêt, il faut toujours être très professionnel, mais très humble par rapport à ces fléaux naturels.